Bonjour, aujourd'hui je suis avec Aymeric, avec Ung et avec Julien Pirou et nous allons parler de Sonic et en particulier en fait on va confronter un petit peu deux icônes du jeu vidéo, Sonic et Mario. Bienvenue dans Extra Life. Bon, on va commencer déjà par te présenter un petit peu Aymeric. Donc en ce moment tu fais un stage à No Life et tu es un grand fan de la série Sonic et c'est également toi qui t'es occupé, genre heureusement parce que là on en avait bien besoin pour la soirée Sonic, tu as fait énormément de saisies et donc tu as eu l'occasion de rejouer aux tout premiers épisodes, donc ceux de la Master System, également de la Mega Drive, et puis genre tu en as encore plein en fait à faire là au moment où cette émission est enregistrée, il y a encore pas mal de taf sur la soirée. Et donc on va commencer déjà par un truc tout bête, puisque l'idée, genre un petit peu provoque, étant de confronter genre Sonic et Mario, c'est quand même deux jeux assez différents, sachant quand même que Sonic s'est créé en fonction pour répondre à Mario. Donc le débat était valide, le sujet était valide. Donc alors déjà, je pense qu'il y a un truc qui est très important, c'est lequel des deux vous avez découvert en premier? Est-ce que vous avez déjà joué à un Mario ou à un Sonic à l'époque? Quel était le premier jeu que vous avez découvert entre les deux? Moi personnellement, c'était Sonic. C'était Sonic. Ouais. Le premier jeu sur Mega Drive. Ouais. Ok. Mario. Mario. Ouais. Ok. Ouais, Mario. Moi, j'avais une connaissance, on va dire, un peu distante de Mario. J'avais plein d'amis qui avaient la NES et tout. Mais Sonic, ça a été ma première console, mon premier jeu vidéo, donc Sonic, clairement. D'accord. Et donc du coup, quelle a été, est-ce que en jouant Sonic, t'avais à l'époque, genre un petit peu cette la sensation que ça répondait genre à un autre personnage qui existait sur une autre console et qu'en fait il y avait le jeu s'était créé en fonction de cet autre personnage pour proposer autre chose et du coup clairement genre Mario c'était un petit peu le vieux plombier avec sa pauvre casquette qui allait à 2 à l'heure et là Sonic c'était un personnage qui se voulait beaucoup plus jeune, beaucoup plus design et avec une volonté évidemment de toucher un nouveau public et donc avec cette idée au centre du gameplay du jeu qui était la vitesse. Donc est-ce qu'à l'époque tu t'avais conscience un petit peu de cet affrontement qui était en fait, dans les coulisses? Pas vraiment, parce qu'en plus il faut bien se rappeler qu'à l'époque c'était pas juste Mario contre Sonic, il y avait beaucoup de jeux de plateforme de tout poil, plus ou moins réussis, avec ces deux séries-là qui étaient le haut du panier. Il n'y avait pas encore Donkey Kong Country et d'autres séries qui sont arrivées en apportant aussi leur propre pierre à l'édifice. Donc non, honnêtement, le côté Sonic qui crée pour être le rival de Mario, moi je le ressentais pas comme ça en fait. Pour moi c'était autre chose, un jeu de plateforme mais qui était différent. D'accord. Pareil, je pense que dans notre inconscient c'était plus Sega contre Nintendo que Mario contre Sonic en fait. Ok. À mon avis, à l'époque c'était plus comme ça quoi. On n'avait pas cette notion de rivalité qui est apparue par la suite quand on a découvert un peu plus le background de Sonic justement, sa création, tout ça. Moi personnellement, j'étais déjà plus jeune quand j'y ai joué, j'avais 6-7 ans quand je commençais à jouer à Sonic et non, je me rendais pas compte qu'il y avait cette guerre entre Nintendo et Sega effectivement, mais c'est vrai que j'étais plutôt fier parce que moi j'avais plusieurs potes qui jouaient pas mal à Mario et tout ça, qui étaient avec leur petit plombier bedonnant, alors que moi j'étais avec mon hérisson qui allait super vite. Et c'est vrai que de ce côté-là même, au niveau des couleurs, on se rend compte que, avec du recul maintenant, je me rends compte, bien sûr, tout le monde le sait, mais que c'était une grande rivalité, quoi. Mais moi, je me rendais pas compte à cette époque-là. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, à l'époque, quand tu l'as découvert sur Mega Drive? C'était la vitesse, quoi, complètement, quoi. La vitesse, ça allait à 100 à l'heure, quoi. Je me souviens justement, j'en parlais avec nous la dernière fois. C'était qu'au deuxième niveau de Sonic 2, en fait, il y a un niveau, ça va tellement vite que la caméra arrive pas à suivre, et donc elle revient, je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Chemical Plant. C'est ça, exactement, ouais. Et donc, enfin, pour moi, c'était de la folie, quoi. Toi, Julien. C'est le fameux blast processing, il appelait ça. Explique un petit peu. C'est la méthode de programmation en fait pour justement arriver à avoir cette vitesse sur Mega Drive. Ils avaient trouvé des astuces en fait de code et ils en avaient fait un argument marketing. Ils appelaient ça le blast processing. C'est voilà, la Mega Drive fait du blast processing quoi. On ne sait pas vraiment exactement ce que c'était. Ça se trouve c'était vraiment le nom du fait en tout cas. Mais Sega ils étaient forts en marketing à l'époque. L'effet était pas mal quand même. C'était vraiment un super effet de vitesse quoi. Quand tu voulais dépasser l'écran et tout, c'était génial quoi. Sur Sonic 1 en Europe, on s'est un peu fait avoir puisqu'à cause comme on avait le jeu en 50 Hz et pas en 60 Hz, il était plus lent que dans les autres pays. Donc c'est vraiment à partir de Sonic 2 qu'on s'est rendu compte de la vitesse que pouvait avoir Sonic finalement, en Europe en tout cas. Parce que du coup vous avez eu envie de redécouvrir le tout premier jeu en sortant une vieille console, mais cette fois-ci genre peut-être une console achetée d'occasion, une console japonaise ou une console américaine. Il a quand même eu pas mal de rééditions. Ouais.
il suffit de voir. Moi, là, j'avais pris Sonic Generation sur Steam. Tu prends le Sonic Generation, il te file Sonic 1 avec, et qui du coup est dans sa version entre guillemets américaine. Et là, oui, tu sens quand même une petite différence. Tu fais, ça allait aussi vite à l'époque Je tiens à dire aussi, c'est compliqué. Enfin, après, on va discuter, mais donc j'ai fait les saisies. Donc Sonic 1, comparé à Sonic 2, moi je suis désolé qu'il est très difficile. Comme c'est parce que t'as pas le spin dash en fait. C'est peut-être ça. C'est quand tu tournes sur toi-même. Quand tu baisses et tu peux tourner sur toi-même. Il y a de ça, puis il est aussi très traître aussi comme jeu. Moi je trouve quand même. Bon après c'est pas non plus. Enfin, c'est aussi peut-être qu'il est un peu plus traître que. Aujourd'hui on est peut-être habitué à des jeux de plateforme un peu plus faciles, un peu plus faciles. Donc retomber à ce genre. Bon, je dis pas que c'est non plus un truc, c'est pas un contrat, c'est pas non plus. Enfin même si c'est un autre genre, mais ça reste beaucoup moins, accessible que certains jeux qui sortent aujourd'hui, je trouve. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez ressenti ça, cette notion de difficulté? Est-ce que vous avez eu du mal à le terminer? Complètement. Moi, j'ai eu énormément de mal. Moi, je me sens, j'étais traumatisé par Sonic 1. J'y jouais tous les dimanches, comme ça, mais je veux dire, je finissais pas, quoi. Clairement, j'avais 7 ans en même temps, mais je le finissais pas. Parce qu'à l'époque, on était encore au continu, il y avait pas de sauvegarde, donc, effectivement, il y avait vraiment cette notion d'échec à chaque fois. On devait recommencer tout à zéro donc moi à l'époque on m'avait offert la Mega Drive à Noël, ma mère avait été très claire, elle m'avait dit ça sera 1 heure de jeu par jour maximum et voilà, j'ai dû négocier pour avoir une demi-heure de plus pour pouvoir finir Sonic parce que à 1 heure j'arrivais au début du dernier niveau et c'était horrible. Ça arrive là et on dit non c'est bon là, ça fait 1 heure que tu arrêtes. Et à l'époque voilà, les jeux en fait on les finissait en 1h30. Ouais. Maintenant, il fallait quand même jouer, rejouer, ça nous prenait faire les 3 niveaux parfaitement. 3 semaines à y rejouer avant d'avoir le truc. Mais voilà, au final, la durée de vie du début jusqu'à la fin, quand on connaît le jeu, c'est 1 heure, 1h30. C'est vrai que très, très souvent aujourd'hui, on juge un petit peu. Alors ça, c'est vraiment sujet à débat. C'est cette notion, dans les critiques, de dire voilà, en ligne droite, le jeu se finit en temps de temps. Donc sachant que bien évidemment, qui a envie de finir un jeu en ligne droite? C'est-à-dire tu prends un Zelda complètement par hasard et évidemment que tu vas faire les quêtes qui vont à côté, évidemment que ça fait partie du plaisir du jeu. Donc du coup pourquoi donner cette information qui en gros si vous suivez si vous prenez la solution du jeu et que vous allez à fond sans tenir compte de rien, d'aucun des à côté, aucune des mini-quêtes, etc., on le finit en temps de temps. Et si on avait fait ça à l'époque, si on a critiqué de l'époque, ça aurait été catastrophique. Après, et le jeu coûtait pas moins cher en plus. Ouais. Si on recentre le débat sur le sujet de départ et qu'on compare à Mario, est-ce que un Mario Bros 3 ou un Super Mario World se finissait en 1h30? Je suis pas sûr. Non. Mais moi, justement, et pourtant c'est la même époque. Ouais. Donc. Mais moi, par exemple, c'est ce qui m'a toujours un peu saoulé dans les Mario en 2D, c'est qu'arrivé un moment où t'es au niveau 6-1, 7-1. Et 8-2, voilà. Le 8-2 était très difficile. À un moment, t'es en train de dire bon, quand est-ce que se termine ce jeu, quoi? Je sais que c'était Yoshi's Island, donc c'est un petit peu plus tard. Yoshi's Island, il y a vraiment un moment donné où j'étais partagé entre waouh, il y a du contenu quand même dans ce jeu et c'est pas fini encore. Ah non, c'est marrant. Moi justement, je kiffais. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais entre guillemets formé à une durée de vie Sonic qui est. Enfin, j'ai jamais trouvé un Sonic court en ce qui me concerne. Mais j'ai jamais trouvé que c'était inutilement rallongé derrière en fait. Après je pense que les Sonic de la génération 16 bits sont bien comme ils sont en fait au niveau de la durée de vie. Après pour le dernier, pour le Generation, je le trouve peut-être un peu court justement parce qu'il y a cette notion de sauvegarde, tout ça. Mais effectivement peut-être que remis dans le contexte de l'époque, oui, enfin il n'y avait pas de raison de les trouver courts. Au niveau de la sauvegarde, il me semble que c'est arrivé à partir du 3, je sais plus. C'est le 3 ou le Knuckles? Dans le 3, il y a la sauvegarde. Dans Sonic et Knuckles, elle n'y est plus. Par contre, si tu as Sonic 3 et Knuckles, là, tu peux sauvegarder dans Sonic et Knuckles. Voilà, c'est une réponse précise. On sent que tu t'es occupé des Retro and Magic. Non, en fait, c'est surtout que j'ai pas eu Sonic 3 à l'époque. D'accord. Donc moi, j'ai fait Sonic 1, Sonic 2, Sonic et Knuckles. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que Sonic 3 et Knuckles, tu pouvais sauvegarder. Et tu fais mais ça change tout en fait. Alors moi il y a un truc donc j'ai été élevé clairement avec Mario. Moi je suis un fan absolu des jeux de plateforme Mario et donc j'adore justement la richesse des jeux. Et il y a un truc qui m'a toujours plu, c'est cette notion un petit peu d'exploration, c'est-à-dire qu'un niveau tu dois le refaire plusieurs fois, tu as toujours des petits passages secrets, des trucs à trouver. Alors là je vais balancer le truc un petit peu et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi ce qui m'a toujours frustré dans Sonic, c'est que justement vu que tu dois aller vite, t'as pas le temps d'explorer un niveau. Donc il y a quand même le côté tu vas foncer, tu vas passer à côté d'un milliard de trucs. Et moi à l'époque,
Je trouvais ça ultra frustrant et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai jamais réussi complètement à rentrer dans le délire Sonic. Tu ne dois pas aller vite. Tu peux aller vite. D'accord. Personne n'est obligé à le faire en fait. Okay. Donc tu peux explorer, mais effectivement, si tu traces et que t'as loupé l'embranchement, ben tu peux plus revenir en arrière. Enfin, dans la plupart des cas. Et dans les Sonic 2D, la limite de temps pour finir un niveau, c'est 10 minutes. Ouais, c'est très large. C'est très large. Et faut pas oublier que dans Mario aussi, t'as une limite de temps pour finir les niveaux. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai. Quelque part, je trouve que Mario te met davantage la pression. T'es en train de jouer, t'explores tranquillement, et puis est-ce que c'est tu fais oh mince, il me reste 100 secondes pour arriver jusqu'à la fin. Alors que Sonic, en général, au maximum 8-9 minutes, t'as bouclé le niveau en prenant ton temps, quoi. Ok. Donc, je suis pas forcément d'accord avec cette idée que Sonic. Après, c'est vraiment, je pense, une question de level design aussi, où les niveaux de Mario sont construits de telle sorte que tu peux les traverser, tu peux revenir en arrière à tout moment, plus ou moins, alors que Sonic, il y a certains passages où une fois que t'es passé, c'est mort, tu peux plus revenir en arrière. T'as pris tel truc ou quoi, t'es passé dans tel looping, tu peux plus revenir en arrière. Donc il y a aussi ça qui fait que t'as peut-être moins ce sentiment d'exploration là et que t'es obligé en fait de rejouer pour découvrir les trucs après coup quoi, finalement. Donc évidemment, dans l'évolution des deux séries, que ce soit Mario et Sonic, il y a eu un truc qui est très important, c'est le passage à la 3D. Donc on a eu l'événement, le choc à Mario 64 et on a eu Sonic Adventure. on sent à peine qu'il y a des partisans dans cette... Alors, déjà, il aurait dû y avoir un Sonic 3D avant, qui était Sonic Extreme sur Saturn, qui a mal tourné. Je suis pas sûr que ça aurait été très bon nécessairement, hein, mais au moins, ils avaient des idées. Ça, on peut pas leur enlever ça. Peut-être trop, d'ailleurs. Et donc voilà, forcément, Sonic Adventure... Sonic a sauté une génération, quoi. Donc, il y a eu aussi un Sonic 3D, il me semble. Sonic 3D Blast, mais c'était la 3D isométrique. Et le Sonic Adventure, moi ce que j'aime bien dans Sonic Adventure, en fait, j'ai beaucoup aimé Mario 64, beaucoup plus que les Mario 2D en fait. D'accord. C'est pareil pour moi. Et ce que j'ai bien aimé dans Sonic Adventure, c'est que il n'essayait pas de faire du Mario. Contrairement à par exemple Jax and Daxter, que Jack d'ailleurs and Daxter, qui est très bien aussi, mais qui est beaucoup plus proche de la formule Mario 64 que Sonic Adventure, qui essaie de faire quelque chose de différent. Et moi je trouvais que c'était courageux de la part de Sega entre guillemets de pas copier Mario 64, de se dire on va faire une autre formule de plateforme 3D qui a ses forces et ses faiblesses. La faiblesse en l'occurrence étant le fait que des fois tu sais pas trop ce qui se passe et beaucoup de bugs dans Sonic Adventure, mais voilà, c'était différent. Encore une fois, ça faisait vraiment, il y a Mario, il y a Sonic, c'est deux philosophies différentes et c'était pas du plagiat. Après, est-ce que la philosophie du Sonic 3D, elle découle pas justement de cette obligation d'avoir un personnage qui va vite? Donc au final, ça reste du jeu de plateforme 3D, mais c'est uniquement parce qu'il va vite que ils ont dû mettre des passages sur rail plus ou moins et rendre le jeu plus linéaire. C'est clair que le game design des Sonic 3D découle du fait que Sonic doit aller vite. Maintenant, il va beaucoup plus vite dans les jeux 3D qu'il ne l'était dans les jeux 2D. Donc je pense que la 3D, les développeurs chez Sega, ils se sont dit ce qui caractérise notre personnage, c'est la vitesse. En 3D, on va vraiment jouer ça, mais à fond. Pour le meilleur ou pour le pire, après chacun aime ou pas les Sonic 3D, mais ils ont assumé entre guillemets l'ADN du personnage. Carrément. Puis ils ont essayé de varier un petit peu dans Sonic Adventure. Il n'y avait pas que Sonic. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Si, il y avait quoi? Il y avait 5-6... Il y avait 6 personnages. 6 personnages. Hein. Knuckles, après ils ont fait un chat aussi. Big, après, on aime, on n'aime pas. Mais bon, ils ont essayé de se varier un petit peu, quoi. Ils ont essayé de se varier, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont perdus aussi. Ouais. À partir du moment où ils ont intégré tous les Shitty Friends et qu'à chaque épisode, il y en avait toujours de nouveaux et que ça devenait n'importe quoi jusqu'à Shadow. Le fameux Shadow avec ses flingues et sa voiture. Il y a eu aussi des Sonic, un mec bizarre en vert, je sais plus, que j'ai vu dans Mario Sonic d'ailleurs. Je connais pas, je crois que c'était des personnages qui sont... ça c'est chaotique. Vector. Non, ça c'est le crocodile. Non, il y en a un autre qui peut-être chaotique, comme tu dis, je sais pas, je connais pas. Dans chaotique, ils sont plusieurs en fait. Ils sont 4. C'est vrai qu'ils sont partis dans un délire un petit peu avec plein de pseudo-Sonic un peu bizarres, mais en tout cas pour revenir à Sonic Adventure 1, moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plusieurs personnages
et que tu puisses un petit peu varier, pas que faire de la plateforme comme on a connu sur la Sonic en 2D, quoi. Et après, c'est justement, enfin, ça a peut-être été l'escalade après le premier Sonic Adventure, en fait. C'est que ils ont mis ça, c'était cool pour le premier. Et après, ils en ont rajouté des tonnes, et à la fin, ça ressemblait plus à rien, quoi. C'est peut-être ça le problème. Sur Sonic Adventure 2, ce qui était assez intelligent, ils avaient recentré sur 3 types de gameplay, c'est-à-dire la course avec Sonic ou Shadow, l'exploration avec Knuckles, et les phases un peu shoot 'em up avec Tails et Robotnik. Donc ils avaient viré la pêche et des gameplays qui étaient un peu bizarres. C'est vrai que la pêche avait pas grand chose à faire dans un Sonic. T'avais des niveaux où tu devais aller vite et puis après tu devais te taper des sessions de pêche pendant des heures pour récupérer une grenouille. La grenouille, qu'est-ce qui se passe? Mais, bon. On va parler maintenant aussi un petit peu, donc il y a eu cette phase 3D qui était très importante. On a aussi le personnage qui est devenu tellement emblématique qu'il est apparu dans d'autres types de jeux. Et donc ça a été un peu la même chose pour Sonic, donc on a eu des Mario Tennis, des Mario d'1 milliard, Mario Party, etc. Qu'est-ce que vous pensez des jeux Sonic qui ne sont pas des jeux de plateforme? Il y en a. Oui, clairement c'est moyen. Malheureusement, on va presque dire. Comment vous expliquez ça comment en fait? Le fait qu'il y a un personnage qui a réussi quelque part, qui a convaincu dans plein d'autres types de jeux, alors que Sonic, clairement, tu le retires du jeu de plateforme et ça devient tout de suite très compliqué. Je pense que un des facteurs, l'une des faiblesses de Sega par rapport à Nintendo, c'est que Nintendo est beaucoup plus en contrôle des développements de jeux Mario. Et souvent Miyamoto qui est impliqué ou qui supervise le truc ou qui a un petit peu l'assurance qualité du produit, tandis que Sega a plus eu tendance à faire développer des jeux Sonic par leur studio américain, par le studio machin, par le studio bidule. À une époque, quand on voyait que c'était la Sonic Team qui avait développé, c'était quand même un gage de qualité. Carrément. Ensuite moins. Et c'est davantage le cas maintenant, ça a revenu un peu, ils ont repris du poil de la bête. Mais il y a eu plein de spin-off qui étaient développés à droite à gauche et qui clairement il n'y avait aucun contrôle qualité qui était fait dessus. C'est clair. Par exemple, moi j'ai fait la critique de Mario Sonic aux Jeux Olympiques qui est clairement un jeu opportuniste, quoi. On va mettre. Pourtant celui-là il est contrôlé par Nintendo au Japon. Il est contrôlé ou pas, en tout cas, je sais que moi j'étais vraiment très déçu par ce jeu, quoi. C'est vraiment, ils ont mis Mario Sonic, ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre, quoi, limite. À part pour les épreuves brèves. On ressent rien, quoi. Qu'est-ce qu'ils apportent au final, je pense que le gros problème des spin-off Sonic, c'est que la plupart du temps, ils ont essayé de surfer sur ce que faisait Mario. Sauf que Mario le fait très bien. Voilà, sauf que Mario, il lançait le truc et il le faisait bien, et Sonic essayait de suivre un petit peu, quoi. De suivre un peu la tendance, et il le faisait en moins bien. Je pense que c'est surtout ça. Un jeu de course où il y avait Banjo, je crois. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans, je ne sais pas, mais. Celui-là, il était pas dégueu, celui-là, il me semble, non? Je sais pas. Moi, le problème, c'est qu'il tournait pas en 60 images par seconde, donc déjà de base, c'est éliminatoire. Donc à partir du moment où ça commence à ramer, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans un jeu de course, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, j'ai pas accroché du tout. Après, il me semble que le Sonic Air sur Saturn, par exemple, qui était très correct. Oui, tout à fait. Il y avait une très bonne musique d'ailleurs, mais c'est un peu tout le cas Sonic. S'il y a un truc qui est bien dans Sonic, même quand c'est souvent la musique. Le premier spin-off de course, il me semble que c'est Sonic. C'était Sonic Drift sur Game Gear. Sonic Drift sur Game Gear, oui. Celui-là, je l'ai pas connu. Okay. Donc, il me semble que c'était avant Mario Kart. Mais bon, c'était pas. C'était avant Mario Kart, t'es sûr? Il me semble. Il faudrait vérifier. J'en jurerais pas, mais. C'était pas un clone de Mario Kart ou je sais pas. Faudrait vérifier. Faut pas dire de bêtises, mais. Il y a un autre truc qui est important, il y a aussi Sega qui à un moment donné a cessé d'être un constructeur pour devenir un éditeur comme beaucoup d'autres. Et donc Sonic est apparu sur d'autres machines. Et moi je sais que clairement, un des premiers titres que je me suis jeté sur la version GBA de Sonic. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Au niveau du personnage, au niveau de son évolution, ou au final, pas grand-chose. C'est peut-être à partir de cette période-là qu'il a commencé à se diversifier le plus et à être un peu omniprésent dans les jeux Sega, quoi. Et clairement, on a vu à l'époque, c'est que la Sonic Team a eu beaucoup de mal à gérer le développement multiplateforme. Ouais. Ça a été très dur de passer de machine propriétaire à un développement global. Normal, ouais. Et il y a à ce moment-là une perte de qualité assez forte qu'on peut pas vraiment comparer à Nintendo, parce que Nintendo n'a jamais eu ce problème-là en fait. Donc il aura fallu du temps pour s'en remettre. Et à côté de ça,
Ils ont fait du très bon choix de développeurs pour les épisodes 2D, notamment sur portable, avec Dims, qui avait développé les Sonic Advance. Je suis pas d'accord, parce que Dims, ils ont fait Sonic 4, et Sonic 4, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, ça c'est plus tard. Là, revenons à l'époque. Oui, donc sur le Sonic Advance, Sonic Rush, qui était vraiment très bon jeu. Qui était sympa, carrément. Donc il y avait d'un côté une baisse de qualité des épisodes 3D et une qualité constante des épisodes 2D. Et c'était là où effectivement Mario par contre arrivait à être aussi bon dans l'un comme dans l'autre. Mais je pense que le fait de passer à un développement multiplateforme a beaucoup fait de mal à Sega en fait. Et clairement on aurait évité, genre comment il s'appelait déjà, Sonic Free Riders, c'est ça, sur Kinect. On aurait échappé à ça. Si on avait échappé aux 3 Sonic Riders en général, je pense qu'on s'en serait mieux porté globalement. On va conclure cette émission donc avec les tout derniers. Moi j'avoue que j'ai été particulièrement séduit. Donc les Mario j'adore, genre je suis tous les derniers, même Mario 3D Land qui est un petit peu plus simple, on peut lui reprocher certaines choses, je le trouve fantastique. Mais moi les derniers Sonic, j'ai bien accroché aussi. J'ai trouvé que Sonic Colors, par exemple sur Wii, était plutôt une réussite. Donc même si c'était pas complètement fluide, s'il y avait des petits pets, genre au niveau maniabilité à certains moments qui étaient agaçants, ça restait un jeu plein d'idées et qui apportait pas mal de choses au niveau des transformations du personnage avec ses différents pouvoirs. Et également Sonic Generation, donc qui est plutôt pas mal. Donc, qui est plutôt pas mal et qui revient en fait aux sources. Ouais. Donc il nous propose ce qu'on a aimé chez Sonic et voilà, finalement il le fait bien et c'est pour ça que c'est un bon jeu quoi, c'est clairement. Après, comme tu l'as dit, dans Sonic Colors il y avait des idées et c'est peut-être ce qui manquait dans les épisodes qui l'ont précédé quoi. Donc que ce soit le Sonic qui est sorti au début de la Xbox 360, que ce soit Shadow qui a eu son épisode à lui où c'était n'importe quoi, ils ont voulu faire je sais pas, ils ont voulu surfer sur la vague GTA à l'époque, sur la violence, tout ça, enfin. Il y a une période où ils ont fait 2-3 jeux où ils ont voulu faire des jeux avec des histoires plus sérieuses, en fait. Des univers dark. Et à un moment donné, quelqu'un aurait dû te dire à Sega, juste lui mettre une main sur l'épaule et dire mec, c'est un jeu avec un hérisson, arrête. Et on ne lui file pas de flingue, ne fait pas une histoire dramatique, c'est un hérisson. À une période, ils se sont un peu perdus effectivement et avec Colors et Generations, en fait, voilà, ils ont réussi dans un épisode à insuffler des idées neuves et dans l'autre à nous redonner ce qu'on aimait chez Sonic. Voilà. Et donc voilà, maintenant on arrive quand même à un point genre qui est le personnage a 20 ans, Sonic Generation est sorti, donc il a fait le lien entre les épisodes 2D, 3D, etc. Vous voyez comment l'avenir de Sonic aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme jeu Sonic maintenant, en tant que fan, en tant que joueur ? En tant que fan, comme disait j'aimerais bien qu'ils reviennent aux bases comme ils font en ce moment, quoi, qu'ils ne proposent pas des univers, comme on disait, qui n'ont strictement rien à voir avec Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire un épisode en 2D, du coup ? 2D ou 2D,5 Moi ça me dérange pas personnellement, mais c'est ce que Sonic fait de mieux, je trouve, et c'est là-dessus qu'il devrait rester. Moi, honnêtement, j'aime Sonic en 2D, j'aime Sonic en 3D, chacun pour des raisons différentes, donc j'ai vraiment adoré Generations justement parce que on joue pas des sidekicks pourris, on joue Sonic, mais les deux types de gameplay, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc moi, si c'est... Donc toi, t'aimerais un Sonic Generation 2 ? Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent un jeu avec ce même type de gameplay, mais avec des niveaux inédits et des choses nouvelles. Que ça soit pas juste Sonic Best Of, mais de rebondir sur ça qui est une très bonne base. Voilà, un épisode anniversaire, mais qui remet Sonic sur de bons rails. Je vais faire un jeu de mots sur les versions 3D. Mais, et de rebondir là-dessus et de proposer d'améliorer ce gameplay, enfin ces deux gameplays, avec des nouvelles aventures. Et voilà quoi. Moi je verrais bien en fait une double évolution, avec d'un côté des suites à Generations plus ou moins, et vraiment de vrais épisodes 2D, donc il y aura la suite de Sonic 4, donc il y aura l'épisode 2, et j'aimerais qu'ils fassent de vrais bons épisodes 2D quoi. Déjà ils ont promis que la physique de Sonic 4 Part 2 serait corrigée et qu'ils ne referaient pas cette erreur là. Déjà ça sera pas trop mal s'ils y arrivent. Et donc s'ils pouvaient développer le personnage dans deux voies différentes, franchement je serais super content. D'accord. Et c'est pareil, Sonic 4, un truc qui m'a un peu saoulé, c'est que finalement les niveaux c'était que des remixes de niveaux qu'on connaissait quoi. Donc clairement. Si pour la suite Sonic 4, j'espère qu'ils vont nous emmener vers des nouvelles choses qui pourront nous faire du blast processing dans la tête.
Bon, en tout cas, même si je suis fan hardcore de Mario, je souhaite un joyeux anniversaire à Sonic. On espère qu'on aura vraiment des jeux de grande qualité, en particulier dans le genre plateforme, qui est là clairement, on manque pas en ce moment, on a des purs jeux plateforme, donc on a de la chance. Cette année, la 2011 a été une nouvelle fois, genre une pure année. Et donc, que ça continue pour l'année prochaine. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour les Extra Life de Noël et les prochains à la rentrée en 2012. Ciao tout le monde!